Mon cher marquis de Belabre, je vous remercie de m'accueillir ainsi sur vos terres. Vous souvient-il de ce charmant dîner à Bougival, où Tourgueniève nous avait invités avec Pauline Viardot, sa douce amie, qui nous avait enchantés par les concertos de sa voix unique. Je les ai conviés à Nohant, en compagnie de Flaubert et de Dumas pour la plume, et de Delacroix pour le pinceau. Je serais enchanté que vous vous joigniez à nous. Nous aurons la présence de maîtres sonneurs pour répondre aux sonates de Pauline. Cela me permettra de vous conter mon dernier roman, Les Maîtres sonneurs. Mais avant de parler de Nohant et de Paris, laissez-moi vous dire combien votre Brenne me touche, marquise marquis, car vous gouvernez ici l'une des portes de cette contrée fascinante et méconnue. Et puisque vous me faites l'honneur de m'écouter, je veux vous conter ce que cette terre a de plus précieux. Mes amis, on parle souvent de notre Berry comme d'une terre endormie, une terre de silence et de brume. On s'imagine, dans les salons de Paris, que nos paysans ne connaissent que la boue de leurs sillons et la fatigue de leurs jours. On les croit résignés, courbés sous le poids d'un ciel trop lourd. Mais ceux qui disent cela n'ont jamais vu la Brenne s'éveiller. Ils n'ont jamais vu le sang bouillir sous la peau de nos chevaux, ni la fierté briller dans les yeux de nos enfants. Ils ignorent la force sauvage, indomptable, qui palpite au cœur de nos landes. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai vu, de mes propres yeux, sur l'hippodrome de Mézières-en-Brenne. C'était en 1846, le comte de Lancôme-Brève et le maire de Mézières avaient eu cette idée folle, cette idée magnifique, créer des courses hippiques au milieu de nos étangs. Non pas pour singer les élégances de la capitale, mais pour réveiller une contrée que l'on disait perdue, pour prouver au monde que la Brenne, cette terre d'eau et de bruyère, portait en elle une noblesse insoupçonnée. Imaginez la scène. Un vaste cirque de verdure, ombragé de beaux arbres, borné par les sinuosités de la Claise. Et là, un peuple immense, 11 000 personnes, pas des élégants en redingote, non. Un public indigène, composé en grande partie de paysans à la physionomie caractérisée. Des visages burinés par le soleil, des mains calleuses, des regards vifs, c'était Longchamp transporté au milieu du désert, mais avec la population rustique qui donne la vraie vie au tableau. À peine les courses avaient-elles commencé, que l'arène était envahie par des flots de peuple, s'élançant sous les pieds hors des chevaux pour encourager les concurrents ou féliciter les vainqueurs. Une ferveur, une passion que je n'ai jamais vue ailleurs. Et quels chevaux! Nos fameux chevaux brandins, nos brenous, de petits chevaux rustiques, élevés en plein air toute l'année, vivant en semi-liberté dans les brandes. Les savants de Paris voudraient les voir disparaître. Ils les jugent trop laids, avec leurs grosses têtes carrées, leurs ganaches épaisses. Mais quelle erreur! Quel aveuglement! Ces chevaux-là ont la poitrine haute, les membres secs, le flanc solide. Ils sont sobres, endurants. Ils sont capables de parcourir 100 kilomètres dans la journée, sans faiblir. Ils sont à l'image de notre terre, rudes en apparence, mais d'une force et d'une loyauté inépuisables. On dit même, et j'aime à le croire, qu'il coule dans leurs veines un peu du sang des coursiers orientaux, ramenés jadis par les croisés. Mais le plus beau spectacle de cette journée, ce ne fut pas la course des messieurs, ce fut la course des cavarniers. Le cavarnier, c'est le gamin de la Brenne. C'est le jeune garçon, l'enfant parfois, qui élève, soigne et dompte le cheval sauvage. Il vit avec lui, il le comprend. Piosse nue, tête nue, sans veste, le cavarnier galope sur le cheval nu. C'est tout au plus s'il admet le bridon, habitué qu'il est à diriger sa monture avec une simple corde qu'il lui passe dans la bouche. Il fait corps avec l'animal, celui qui a gagné le prix, cette année-là,
avait, je crois, 9 ou 10 ans. En arrivant au but, sous les acclamations frénétiques de la foule, il a glissé en riant sous le ventre de son cheval baigné de sueur, luisante et poli comme un glaçon. Mais non pas aussi froid, car il faisait, ce jour-là, 32 degrés à l'ombre. Et l'ombre, croyez-moi, est un mythe sur les plateaux de la Brenne. Je revois encore son père, un brave paysan qui s'est précipité pour ramasser l'enfant et l'élever dans ses bras. Il riait et pleurait en même temps. Il savait le danger qu'avait bravé son fils. Les quelques minutes d'une course si rapide, sous les yeux du public, sont bien longues pour le cœur d'un père. Mais ce danger, voyez-vous, est une bonne nourriture pour l'homme. J'aime que le paysan soit cavalier de naissance. Il semble que cela le rende déjà libre. Cela le grandit de toute l'énergie, de toute la fierté que l'air des champs devrait souffler partout sur l'enfant de la nature. Quand je voyais ce petit cavarnier sur son cheval nu, je ne voyais pas un misérable enfant des marais. Je voyais un roi. Je voyais l'avenir de notre terre. Je voyais la preuve éclatante que la misère n'est pas une fatalité et que le courage peut fleurir partout où l'on s'en donne la peine. C'est pour cela que ces courses de Mézières étaient bien plus qu'un divertissement. C'était un acte d'espérance. En valorisant notre race chevaline, en montrant l'adresse et le courage de nos paysans, on prouvait que la Brenne n'était pas condamnée à l'oubli. On prouvait que de cette terre pauvre pouvait naître la noblesse. Hélas, on me dit que ces courses n'ont eu qu'un temps, que le rêve s'est éteint, que nos petits chevaux brennous disparaissent, absorbés par d'autres races, sacrifiés sur l'autel d'un progrès mal compris. C'est une grande tristesse, mais le souvenir demeure, gravé dans la mémoire de ceux qui y furent. Quant à nous, paisibles cavaliers et raisonnables voyageurs de la vallée noire, nous devons garder cet esprit vivant. Nous devons continuer d'aller en Brenne, d'encourager nos frères, les cultivateurs de la plaine. Nous devons défendre ce qui fait l'âme de notre pays, ne jamais laisser dire que notre ruralité est une faiblesse. Nous devons nous souvenir du petit Cavarnier et de son audace. Portons haut cette fière devise que j'ai faite mienne ce jour-là et que je vous lègue aujourd'hui. Berrichon je suis, et mon cheval aussi, l'un portant l'autre. Nous irons vite et loin. Et puisque nous parlions, Marquis, de la voix unique de notre amie Pauline Viardot, laissez-moi me taire un instant, car il est des émotions que seul le chant et la musique peuvent prolonger. Écoutez, écoutez. Entendez-vous le vent qui s'engouffre dans les grands arbres du parc? C'est le vent de Noël. Il souffle sur Nohant comme il soufflait sur mon enfance. Ce soir, la vallée noire est endormie sous le givre, et la terre de mon cher Berry se repose. Le silence est si profond qu'on pourrait entendre la neige tomber. Je suis revenu. On revient toujours. Paris m'a prise, Paris m'a grisée, Paris m'a brisée parfois, avec ses fièvres, ses barricades, ses salons où l'on refait le monde entre 2 tasses de thé. J'y ai connu la gloire, j'y ai connu l'insulte. Mais c'est ici, dans cette maison, sous ce toit que ma grand-mère m'a légué, que je retrouve mon âme. Nohant n'est pas seulement un refuge, c'est mon centre de gravité. C'est la terre qui m'a faite, la terre qui m'a nourrie, la terre qui me reprendra. On m'a souvent demandé à Paris comment moi, la femme de lettres, la scandaleuse, celle qui portait le pantalon et fumait le cigare, je pouvais aimer avec tant de passion cette campagne boueuse, ces paysans taiseux, ces chemins creux, où la brume s'accroche aux ronces. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que la vérité du monde n'est pas sur les boulevards, mais dans le sillon que trace la charrue. Mon cher Berry, il est rude, il est secret, il ne se donne pas au premier venu. Mais quand on sait l'écouter, il vous parle de l'éternité.
C'est lui qui m'a dicté La mare au diable, François le Champy, La petite Fadette. Ces livres ne sont pas sortis de mon imagination. Ils sont sortis de cette terre. Je n'ai été que la plume qui traduisait le murmure des chênes et la sagesse de nos bergers. J'ai voulu montrer au monde que le paysan n'est pas la brute épaisse que l'on caricature dans les vaudevilles. Il a son cœur, il a sa poésie, il a sa noblesse. Mes livres, on a tant glosé sur mes livres. On a dit que j'écrivais trop vite, comme on respire. C'est vrai. J'ai écrit pour vivre. J'ai écrit pour nourrir mes enfants, Maurice et Solange. J'ai écrit pour payer les dettes, pour entretenir cette maison ouverte à tous les vents et à tous les génies. Mais j'ai surtout écrit pour exister. Dans un siècle où la loi fait de la femme une mineure, une propriété de son mari, l'encre était ma seule arme. L'encre était ma liberté. Chaque page que je noircissais la nuit, pendant que la maison dormait, était une déclaration d'indépendance. J'ai jeté mes colères dans Indiana, mes désespoirs dans Lélia. J'ai voulu dire aux femmes qu'elles avaient le droit d'aimer, le droit de penser, le droit de refuser les chaînes d'un mariage sans amour. J'ai payé cher cette audace. On m'a traité de monstre, de goule, de femme perdue. Qu'importe, les mots restent et les calomnies s'envolent avec le vent d'hiver. Et puis, il y a eu l'amour. L'amour. Ce grand tyran, ce grand consolateur. J'ai aimé, oui, éperdument. J'ai cherché l'absolu dans les bras des hommes, et j'y ai souvent trouvé la souffrance. Je pense à Musset, mon bel enfant terrible. Venise. La fièvre, la passion, la déchirure. Nous nous sommes aimés comme on se bat, jusqu'au sang, jusqu'à l'épuisement. Il avait le génie fulgurant, mais il portait la mort en lui. Je n'ai pas pu le sauver. On ne sauve jamais personne de ses propres démons. Et Chopin, mon cher, mon tendre Chopin. 7 ans. 7 ans à veiller sur lui, à écouter sa toux déchirer le silence de nos rangs, mais aussi à écouter ses doigts faire pleurer le piano. Quand il jouait, ici, dans le salon, les murs semblèrent s'effacer. Il mettait toute la douleur de la Pologne et toute la beauté du monde dans une seule note. J'ai veillé sur lui 7 années durant, comme on veille sur un enfant fragile et génial. Notre séparation a été une blessure que le temps n'a jamais tout à fait refermée. Mais je ne regrette rien. L'affection, même quand elle finit mal, est la seule chose qui donne un sens à cette misérable comédie humaine. Aujourd'hui, les passions se sont apaisées. Je suis une vieille femme, disent-ils, la bonne dame de Nohant. Ce titre me fait sourire, mais il ne me déplaît pas. Le temps des orages est passé, et je me suis entourée d'amitiés fidèles. Flaubert, mon vieux troubadour, qui s'épuise sur chaque virgule pendant que j'écris comme l'eau coule. Tourgueniève, Dumas, Delacroix. Ils sont tous venus s'asseoir à cette table. Nous avons ri, nous avons refait le monde, nous avons joué aux marionnettes avec Maurice. J'ai compris, avec l'âge, que l'amitié est un amour qui a eu la politesse de perdre ses griffes. Ce soir de Noël, je regarde ma vie, une vie de travail acharné, de combats politiques, de désillusions républicaines. J'ai cru en 1848. J'ai cru que le peuple allait enfin prendre sa place, que la justice sociale n'était pas qu'un rêve de poète. J'ai vu le sang couler, j'ai vu l'Empire revenir. J'ai pleuré sur la France, mais je n'ai pas désespéré. Je ne désespérerai jamais de l'humanité. Je regarde par cette fenêtre, et je sais que sous la neige, le grain de blé travaille. Il germera au printemps. C'est la leçon de mon cher Berry. La nature ne meurt jamais. Elle se prépare. Il en va de même pour les idées justes, pour la liberté des femmes, pour la dignité des humbles. Elles sont enfouies sous la glace de notre époque, mais elles germeront.
Je n'ai été qu'une passeuse. J'ai pris la boue de nos chemins, et j'en ai fait des mots. J'ai pris mes larmes, et j'en ai fait des livres. J'ai vécu comme un homme pour avoir le droit de penser comme une femme libre. La nuit s'avance. Le feu baisse dans l'âtre. Il est temps de reprendre la plume. Il y a toujours une page blanche qui m'attend, comme une promesse. Joyeux Noël, mon cher Berry. Joyeux Noël à vous, fantôme de mes amours. Et à vous, amis de demain qui me lirez, quand je ne serai plus qu'une ombre dans le parc de Nohant. Et dans ce silence de l'hiver, je crois entendre encore, comme un écho lointain, la voix de la prière et de la consolation. Que la musique, une fois encore, vienne apaiser nos cœurs. Mon cher marquis, vous m'aviez promis une surprise en vos terres de Bélabre, et je dois avouer que vous n'avez point failli. En franchissant le porche de cette église Saint-Blaise, je m'attendais à trouver l'ombre familière de nos vieilles chapelles berrichonnes, cette pénombre où nos paysans viennent déposer leurs peines depuis des siècles. Mais c'est la lumière qui m'a saisi, une lumière vaste, audacieuse, presque insolente de clarté. Vous m'avez dit, avec cette fierté légitime qui sied au bâtisseur, « Laissez-moi vous conter l'histoire de cette église qui réunit ici les plus grands noms de l'art sacré, des vitraillistes aux fondeurs, sans oublier l'orgue de Stolz qui élève ici les âmes berrichonnes au firmament. Et vous avez eu raison, marquis. Car ce que vous avez bâti ici, ce n'est pas seulement un toit pour abriter les prières des habitants de Bélabre, de Jovar et de Nesmes. C'est un acte politique. C'est l'œuvre d'un grand-maire. Trop souvent, ceux qui gouvernent nos communes se contentent de gérer la misère. Ils réparent un toit qui fuit, ils empierrent un chemin, ils équilibrent de maigres budgets, et ils estiment leur devoir accompli. Mais vous, marquis Lecoigneux, en tant que premier magistrat de Bélabre, vous avez vu plus loin. Vous avez compris que le rôle d'un maire n'est pas seulement d'administrer, mais d'élever. Vous avez compris qu'une commune ne vit pas seulement de ses récoltes, mais de son âme. Regardez autour de nous. L'architecte Mérindole, cet esprit audacieux, a su marier la rigueur de la pierre à la fragilité du verre. Il a refusé l'architecture de la peur pour lui substituer celle de l'espérance. Et cette lumière, je reconnais là la patte de notre Tourangeau, Léopold Lobin, et celle de Gesta et Gaudin. Ils dessinent avec le soleil comme on peint sur la toile. Mais regardez de plus près, je vous prie, ceux qu'ils ont choisi de mettre en lumière. Voyez ces saintes femmes qui nous entourent. Sainte Monique, Sainte Clotilde, Sainte Radegonde, et notre chère Sainte Solange, la petite bergère du Berry. Vous avez convoqué ici des reines et des paysannes, unies dans la même clarté. C'est une belle leçon d'égalité que vous offrez à vos administrés. Devant la beauté, comme devant l'éternité, il n'y a plus ni titre ni haillons. Il y a là, surtout, une reconnaissance de la force des femmes. Trop souvent, l'histoire a relégué les femmes dans l'ombre des foyers. Mais regardez ces figures de verre, elles sont debout. Elles portent en elles la foi, le courage, la résistance. En les plaçant ici, sous les yeux de vos paysannes, vous leur dites qu'elles aussi portent en elles une noblesse qui ne doit rien à la naissance, mais tout à la grandeur de l'âme. Et puis, il y a cet orgue, un orgue de Jean-Baptiste Stolz, dans notre vallée de l'Anglin. Voilà qui fera taire ceux qui croient, dans les salons parisiens, que nos campagnes sont condamnées au silence, ou au seul bruit de la glèbe. À Paris, on s'imagine souvent que le paysan n'est qu'une bête de somme, incapable de comprendre la poésie du monde. Mais nous qui vivons ici, nous savons que le paysan possède une sagesse antique. Ne vous méprenez pas sur ma pensée, marquis.
On m'a parfois reproché mes querelles avec l'Église. Il est vrai que je me suis souvent cherchée par des chemins qui n'étaient pas ceux des dévots. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai cessé de croire. La doctrine éternelle des croyants, le Dieu bon, l'âme immortelle et les espérances de l'autre vie ont résisté en moi à tout examen. Je crois en un Dieu de miséricorde, et je vois dans la figure sublime de Jésus le plus haut modèle d'humanité, de justice et de bonté qui ait jamais été offerte aux hommes. Voilà pourquoi cette Église me touche tant. Elle n'élève pas seulement des voûtes de pierre, elle élève les cœurs vers cet idéal d'amour et de fraternité auquel j'ai voué ma vie. La musique, voyez-vous, est la langue universelle de l'âme. Cet instrument ne jouera pas seulement pour les seigneurs ou les bourgeois. Il jouera pour le laboureur, aux mains calleuses, pour la fileuse aux yeux fatigués, pour l'enfant qui n'a jamais vu la ville. Car le peuple a soif d'idéal autant que de pain. On a trop longtemps cru qu'il suffisait de nourrir les corps pour apaiser les colères. On a cru que la charité suffisait à faire la justice. Mais l'âme du peuple a besoin de s'élever. En offrant à vos concitoyens l'art de Mérindole, les couleurs de Lobin et la musique de Stolz, vous ne leur faites pas l'aumône d'un luxe superflu. Vous leur rendez leur dignité. Vous leur dites « Vous êtes dignes du beau ». C'est là le véritable progrès. C'est là la véritable mission d'un maire. Je me méfie de ce progrès mécanique qui détruit nos paysages pour y planter des usines sans âme. Le vrai progrès, c'est celui qui apporte la lumière de l'esprit au cœur de nos campagnes, sans en brusquer la nature profonde. Vous avez fait entrer le siècle nouveau dans notre vieux pays, marquis, et vous l'avez fait avec grâce. Vous n'avez pas détruit le passé, vous l'avez transfiguré. Bélabre n'est plus seulement un bourg sur la carte de l'Indre. Avec cette église, c'est un phare. Un lieu où l'on vient chercher non seulement le salut de l'âme, mais l'élévation de l'esprit. Je reviendrai entendre cet orgue, je vous en fais la promesse. Je viendrai m'asseoir parmi les vôtres, écouter les voix de bronze et d'argent se mêler au murmure de l'Anglin qui coule à quelques pas d'ici. Et qui sait, peut-être qu'au son de cette musique, je trouverai l'inspiration pour une nouvelle histoire de nos campagnes. Merci, monsieur le maire, d'avoir cru en cette terre. Merci d'avoir cru en ce peuple. Que cette lumière de Saint-Blaise éclaire longtemps les chemins de Bélabre. Et pour que mes mots ne soient pas vains, que cet orgue magnifique de monsieur Stolz, dont nous venons de louer la beauté, fasse vibrer à présent les voûtes de cette église. Je pleure une morte, et je salue une immortelle. Je l'ai aimée, je l'ai admirée, je l'ai vénérée. Je la félicite parce que ce qu'elle a fait est grand, et je la remercie parce que ce qu'elle a fait est bon. Est-ce que nous l'avons perdue? Non. Ces hautes figures disparaissent, mais ne s'évanouissent pas. La forme humaine est une occultation. Elle masque le vrai visage divin qui est l'idée. George Sand était une idée. Elle est hors de la chair, la voilà libre. Elle est morte, la voilà vivante. Dans ce siècle qui a pour loi de commencer la révolution humaine, l'égalité des sexes faisant partie de l'égalité des hommes, une grande femme était nécessaire. Il fallait que la femme prouvât qu'elle peut avoir tous les dons virils sans rien perdre de ses dons angéliques, être forte sans cesser d'être douce. George Sand est cette preuve. George Sand meurt, mais elle nous lègue le droit de la femme puisant son évidence dans le génie de la femme. Pleurons les morts, mais constatons les avènements. Acceptons ce que nous donne en nous quittant nos morts illustres, et tournés vers l'avenir, saluons, sereins et pensifs, les grandes arrivées qu'annoncent ces grands départs. Fadam, permettez à un simple maire de campagne de poser un instant les clés de sa commune pour vous répondre. Car ce que vous venez de nous offrir n'est pas un discours, c'est un présent. Et l'on ne reçoit pas un tel présent sans en remercier celle qui le donne.
Vous êtes venu jusqu'à nous, à Bélabre, dans cette vallée discrète de l'Anglin que les cartes de Paris connaissent à peine. Vous, dont le nom illumine la France entière, vous avez bien voulu franchir le porche de notre église Saint-Blaise. Et vous l'avez fait non pas en visiteuse pressée, mais en sœur de cette terre. Cela, madame, mes administrés ne l'oublieront jamais. J'ai écouté vos paroles sur la Brenne, sur ces cavarniers, sur ces petits chevaux que l'on méprise et que vous avez su couronner. J'ai compris en vous écoutant que vous faisiez pour nos paysans ce que j'ai humblement tenté de faire avec ces pierres, leur rendre leur dignité. Vous avec votre plume, moi avec mes maçons et mes verriers. Vous écrivez la noblesse du peuple. Nous tâchons de la bâtir. Vous avez eu, tout à l'heure, des mots qui m'ont touché au plus profond. Vous avez dit que le rôle d'un maire n'est pas seulement d'administrer, mais d'élever. Madame, je ferai de cette phrase ma devise, car je crois, comme vous, que le pain ne suffit pas, et qu'un peuple qui n'a que du pain a encore faim. Et puis vous avez dit autre chose, qui a apaisé bien des inquiétudes dans cette assemblée. Vous avez parlé de votre foi, de ce Dieu de miséricorde, de cette figure de Jésus que vous tenez pour le plus haut modèle de bonté. Voyez-vous, madame, on m'avait dépeint en vous une rebelle, une frondeuse, presque une ennemie de nos autels. Et je découvre une âme qui cherche, qui doute peut-être, mais qui croit. Une âme qui a compris que l'amour des hommes et l'amour de Dieu sont les deux versants de la même montagne. Notre curé, je crois, ne me démentira pas. Il y a plus de vraie religion dans votre charité que dans bien des dévotions de façade. Alors, au nom de la commune de Bélabre, au nom de ses habitants, de ceux de Jovard et de Nesme, au nom de ces paysans pour qui vous avez tant écrit, je vous adresse notre gratitude la plus sincère. Cette église durera des siècles. Les vitraux de l'Aubin éclaireront des générations qui ne nous connaîtront pas. L'orgue de M. Stoltz chantera pour des enfants qui ne sont pas encore nés. Et lorsque, dans 100 ans, dans 200 ans, on demandera pourquoi cette petite commune du Berry s'est dotée d'un tel joyau, on répondra peut-être « Parce qu'un jour George Sand est venu et qu'elle nous a dit que nous en étions dignes. » Vous repartirez bientôt vers votre chère Nohant, mais une part de vous demeurera ici, dans cette lumière. Et chaque fois que l'orgue résonnera sous ces voûtes, ce sera un peu votre voix que nous croirons entendre. Soyez bénie, madame, pour votre génie et pour votre cœur. Bélabre vous garde et vous attend.